Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation du jeu D6. Alors, un jeu un peu particulier. Pourquoi? C'est un jeu à la fois très petit et à la fois énorme. Alors, énorme pourquoi? Vous voyez cette boîte devant moi, c'est pas une petite boîte, je vais faire attention, elle contient deux boîtes, alors il y a le jeu de base et l'extension. Le jeu de base qui est ici, l'extension qui est ici. Ça pèse son petit poids. D'accord, c'est très très joli. C'est très très joli. Ça, c'est l'emballage principal de la version Deluxe. Et à la fois, c'est un jeu très petit parce que le principe du jeu même, le jeu en lui-même, c'est un jeu très léger finalement. Et on se retrouve avec en fait un énorme emballage pour un jeu avec un petit contenu. Petit contenu. Pour une profondeur finalement très très faible. On va y venir tout de suite. Et en plus de ça, donc c'est déjà deux parties de quelque chose, hein, très petit par le concept du jeu, énorme par le matériel, vous allez voir le contenu. Et on a encore une sorte de double visage quant au plaisir de jeu, à savoir que le jeu est jouable en coop, en solo et en multi. Et finalement, il est quand même beaucoup plus pensé pour le multi, pour le côté fun du multi, que pour le solo ou le coop, à mon avis. Et ça a un rapport avec la profondeur du jeu et l'intérêt du jeu. Donc c'est pas un mauvais jeu du tout, mais c'est pas un jeu qui peut plaire à tout le monde, et il faut vraiment un contexte particulier pour pouvoir jouer à ce jeu et y prendre plaisir. Alors, on va commencer par un petit déballage pour une présentation du matériel, et vous allez voir que là, on est sur un produit, on va dire un produit, tellement il y a matériel, c'est vraiment un produit, enfin, un jeu qui a un niveau de finition énorme. Énorme. Donc déjà cette grosse boîte qui est super épaisse, il faut quand même faire attention quand on ouvre la boîte, à faire plutôt glisser les boîtes qui sont à l'intérieur pour les extraire, pour éviter d'abîmer le carton, comme je suis en train de faire en ce moment. Donc D6, pourquoi? Dungeons, Dudes, Dames, Danger, Dice, Dragons. Ils ont réussi à trouver les noms pour faire D6 comme un jeu de D6. Un gros rappel à Donjons et Dragons dans tout le jeu, mis à part le côté chibi des personnages, c'est finalement beaucoup de nostalgie et de rappel à Donjons et Dragons. Vous allez le voir tout de suite en ouvrant la boîte, avec un joli livre rouge qui rappelle énormément évidemment le manuel de Donjons et Dragons TSR, dans sa mise en page, dans ses couleurs, dans ses logos. Et ce livre, vous voyez que j'ai mis des petits rappels partout, parce que ce livre est fait presque comme un livre d'histoire, et pas comme un livre de règles, alors que c'est un livre de règles à la base. Alors, une présentation superbe, une qualité de matériel énorme, un style graphique assumé, et c'est fait un peu à la manière d'un livre de notes pour un Dungeon Master. On commence assez rapidement par un truc qui est assez amusant dans le livre, c'est qu'on a une table d'événements, et finalement le livre commence par ça, vous voyez, Game GM Events, Game Master Events, et donc là on a plein de pages d'événements, donc on va pas lire, parce que quand on va lire les règles, ça fait partie de ce qu'on va avoir dans le jeu, on va pas du tout s'y attarder, et ça commence par ça le livre. On n'a pas un livret à part, ça commence dans le gros livre comme ça de règles, on va commencer par ça. Vous voyez qu'il y a un bon paquet d'événements, et de suggestions d'événements. Le livre est bourré d'indications pour faire ses propres événements, pour adapter le jeu à son bon plaisir. Donc là on a des tables d'événements supplémentaires, donc la première table d'événements c'est un D100, et après c'est des petites listes un peu différentes pour changer les plaisirs. On n'est toujours pas attaqué les règles, qu'on est déjà sur Make Your Own, ça veut dire faites vos propres listes d'événements. Ok, sympa. On sait toujours pas comment on joue. On peut faire ses propres monstres et ses propres objets. Ok, on sait toujours pas comment on joue, ce qu'il faut faire. Ici, on a une sorte de fiche de personnage qui est assez grande et qui représente pas du tout ce qu'on va utiliser dans le jeu, ou un petit peu quand même. Je vois quelques notions qui y sont et qu'on pourrait donc copier et utiliser. Une description des personnages. Alors les personnages, on se dit chouette, on va jouer ces personnages-là. Et il y a un bon paquet de personnages. Donc c'est vrai, on va jouer ces personnages-là. Donc vous voyez que le style graphique est... On appelle ça chibi, hein, je crois.
Et chaque personnage a un shib, donc une version miniature et animale de sa personne, qui dans le jeu a un effet, c'est de pouvoir fuir les combats. Donc on peut se transformer son personnage pour fuir un combat, et vous allez voir qu'on a... Par contre, ça a forcément des avantages. Mais vous voyez, donc on a une grosse galerie de personnages. Avec un background, avec une histoire pour chaque personnage. Et du coup, on se dit, bah ok, c'est bien, parce que si on peut lire ça, bon, on sait toujours pas comment on joue, mais si on lit ça, on peut potentiellement se dire, ah tiens, je vais jouer l'aile, ça a l'air sympa. Et au final, en fait, ce qui compte, dans tout ce qu'on vient de voir, c'est pas l'histoire du personnage, c'est même pas son dessin, c'est juste sa classe. Donc on a Explorer, Slayer, je crois que dans le jeu de base on a 4-5 classes, peut-être un petit peu plus. Explorer, Slayer, Woodling, Songbird, non ça c'est pas mal, Bard. Bref, on n'en a pas des masses, on va les voir juste après. Et au final, dans le jeu, ces personnages-là, vous allez retrouver les standees hein, pour les représenter. Mais on peut très bien les mélanger. On nous explique rapidement que on peut prendre ce personnage-là, prendre une autre classe, sans rapport, il n'y a pas de lien. Donc tout ce background est en fait une idée que les concepteurs ont eu des personnages, mais on est libre de faire ce qu'on veut avec. Donc au final, on ne jouera pas vraiment un personnage existant, on jouera une image d'une classe d'aventurier. Après, vous avez un peu de background, ici. On ne sait toujours pas comment on joue. Hein. On arrive sur la fiction. Et voilà, donc avec une petite histoire, ça nous met en train. Et vous voyez qu'on est déjà à la moitié du livre, qui est superbe, hein. Mais on ne sait toujours pas comment on joue pour l'instant. Oui, j'avais mis un rapport pour voir qu'est-ce que j'ai mis comme rappel ici. Alors c'était pour voir les personnages, je pense. Et donc on va y arriver au bout d'un moment quand même. On a une petite phrase. On arrive enfin, donc on a passé 132 pages, et on arrive aux composants du jeu, ce que contient le jeu. Donc on s'attendrait plutôt à le trouver au début, hein, ou dans un livre à part d'ailleurs. Donc les composants du jeu. Donc on est toujours sur des illustrations superbes. Le livre est d'une qualité énorme. Hein. Je crois qu'à part pour Core Space en version hardcover, j'ai pas vu de livre qui était aussi beau. Les composants, donc là c'est bien quand même, on a résumé tous les composants du jeu. C'est quand même assez pratique, et vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Beaucoup de matériel. Et il y a même les composants de l'extension, du village. Et ça y est, page 136, on arrive aux règles du jeu. Alors le style du livre est particulier, c'est-à-dire qu'on a l'impression que quelqu'un nous parle, mais pour le coup c'est pas désagréable. C'est-à-dire que c'est fait, il y a beaucoup d'humour mélangé, et en fait c'est ce mélange qui peut poser problème pour certains, c'est-à-dire qu'on va pas directement rentrer dans le vif du sujet des règles, mais ça va alterner entre description, explication, humour, mais par contre ça se lit très bien, c'est-à-dire qu'on peut le lire, c'est vraiment pas gênant, c'est pas rébarbatif, et finalement, même si les règles sont à la fin, même s'il y a ce mélange, j'ai pas eu de souci moi à lire les règles, parce que d'une part le jeu est très simple, et que finalement on se dit qu'il y a peut-être trop de texte par rapport aux règles, et en fait on aurait pu être plus direct sur les règles, mais c'est bien fait, c'est agréable à lire. On nous explique pour les dés comment ça marche. Mise en place et comment jouer, pas mal. Donc là, on fait la mise en place, je l'ai fait au fur et à mesure, et il n'y a vraiment pas de souci. Et donc, vous voyez, ici, on a les plateaux personnages, justement. Et ce qu'on a en gros, c'est pas le nom d'un personnage. Hein. Donc là, on a une carte héros, même. Mais c'est un archétype, finalement, une classe de personnage. Dans lequel on pourra mettre sa fiche de personnage, comme ça, dedans, si on a envie. Et vous voyez que cette fiche n'a pas de nom. Parce que finalement, le nom qu'on a vu dans le background au début, il n'y a pas de rapport, on fait ce qu'on veut avec. Donc du coup, on mettra une fiche qui n'a pas de nom, qui n'a pas d'histoire, on la mettra ici, et ça représentera, ce serait une image qui représentera notre classe pour la partie. Donc vous voyez que le plateau de jeu est plutôt simple, hein, on a l'image qui va tenir ici, des cubes d'action, donc c'est un jeu avec des actions, des stats, il y a 4 stats, des compétences, 2 qui sont communes à tout le monde, et 3 qui sont uniques à notre classe de personnage, du coup. Et donc les compétences, en plus, elles sont bloquées pour certaines au début, on peut les débloquer. En bas, il y a un fameux D12, et il ne sert pas en solo, mais uniquement en multi. Et on a quelques composants qui sont affichés ici.
Donc voilà, on nous explique les règles du jeu, les composants, comment ça marche. Et c'est plutôt simple, facile, on comprend le principe. Et c'est bien foutu. Donc ici, hop, vous voyez ici, j'ai une petite feuille qui traîne. C'est un errata qui a été fait sur la première version de règle, donc j'ai ajouté. Il y avait un paragraphe qui était mal fait ici. Donc ça explique les types d'ennemis, comment on engage un ennemi, et ainsi de suite. Il y a un principe d'engagement de l'ennemi, comment on fait spawner les ennemis, comment ils arrivent sur le plateau, qu'est-ce qui se passe quand on meurt, le rôle du Game Master qui va être à tour de rôle quand on joue à plusieurs, mais il n'y a pas de maître de jeu hein, dans cette partie-là. Il y a peut-être un mode où il y a le maître de jeu, je sais plus. Le village, vous allez voir qu'il y a différentes zones, et après tout est bien fait, c'est-à-dire qu'en fait, on rentre dans les règles. Par 3, on a solo coop qui est indiqué ici, avec donc ici on nous explique, alors moi j'aime pas ça, mais comment ça se passe, c'est-à-dire qu'il faut connaître les règles multi pour pouvoir jouer au coop, parce qu'on reprend toutes les règles à quelques exceptions près. Donc si c'est pas indiqué dans solo coop, c'est qu'on fait comme en multi. Donc il y a quand même un peu, il y a quelque chose hein, quand même. Le mode existe, il est réellement fait pour le solo et le coop. Et après on nous parle des extensions et de ce qu'on peut rajouter comme variante pour changer un peu le jeu. Alors ce qui est marrant, dernière partie, guide de démarrage, rapide. On l'aurait plutôt vu en tout début du livret, mais c'est comme ça. Donc vous voyez, toujours en illustration super sympa. Moi j'aime bien le style, ça plaît pas tout le monde. Et donc vous voyez que là on a un bon résumé. À la limite, il faudrait presque commencer par ça, pour voir comment ça va se dérouler. Credits, et hop hop hop, et hop hop hop. Donc ça c'est le livre de règles. Moi j'ai vraiment pas de soucis, les règles sont faciles, et ne posent aucun problème. On attaque le matos. Le matos, donc j'ai ici la boîte d'extension qui va rester ici. Et le matériel. Donc le matériel, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de matériel de qualité. Et même parfois des choses qui vont être inutiles, qu'on va pas forcément utiliser. Donc ça sera utilisé, c'est en plastique et c'est en 3D, donc il n'y a pas de token qui remplace ces choses-là. Enfin, en tout cas dans la version de luxe, je crois pas que la version normale, il y ait des tokens non plus. Donc ça c'est pour des types de terrain. Donc on va avoir, ça va permettre sur la carte, que je vais déployer dans pas longtemps, d'indiquer les types de terrain supplémentaires. C'est-à-dire qu'en fait la carte n'a pas de type de terrain particulier, n'a pas d'environnement, et ça rajoute un environnement. Donc ça c'est le donjon. Ça veut dire que si cette pièce-là est sur un emplacement dans une zone, cette zone aura la caractéristique donjon. Ici j'ai le cimetière. Donc ici la forêt. Et après j'ai la colline, et l'autre je sais plus ce que c'est, peut-être la prairie et la colline, mais qui se ressemblent un petit peu, sauf qu'il y en a une qui a des petites barricades. L'extension contient également les mêmes terrains, ce qui fait qu'on peut faire varier. De base on va en mettre 8 sur toute la carte, mais on peut faire varier les plaisirs et en mettre plus que ça si on veut. Ça encore, le jeu vous dit, vous pouvez faire ce que vous voulez finalement. Ici on a des figurines qui vont représenter les archétypes, donc ça c'est le Slayer, hein. Le gros qui frappe. Ici, je pense qu'on va avoir un jeteur de sorts. Ou même, je n'aime pas, c'est pas l'archer, ça plutôt. Alors c'est super sympa, hein, c'est super joli, c'est gros, c'est coloré. Mais finalement, ceux-là, donc c'est soit on utilise ça sur le plateau, pour faire représenter notre classe sur le plateau, soit on utilise un standees avec une représentation de personnages. Ce que moi j'ai fait particulièrement, parce que vu qu'il y a tellement d'illustrations que c'est sympathique. Donc, encore une autre classe. Le druide, et ça c'est l'explorateur. Après c'est super sympa, hein, moi j'aime beaucoup le style. Potentiellement on pourrait même l'utiliser pour un autre jeu si on a envie de représenter un groupe d'aventuriers quelque part. Je sais plus dans quel jeu on a ça d'ailleurs, mais c'est super sympa, mais c'est pas forcément utile. Ici on va avoir un plateau alors ça sert que pour le mode solo et coop, à savoir qu'en solo coop on n'a pas le même objectif qu'en mode multi, donc c'est un jeu un peu différent, et l'intérêt du coup va être différent aussi. En solo et coop, on est limité en temps pour remplir ce tableau de chasse. Et également, il y a une partie des cartes qu'on ne va pas utiliser et qui va être remplacée par ce tableau-là, avec des capacités supplémentaires. Et un compagnon, ici. Et ça, c'est une sorte de roue, de timer du temps, qu'on retrouve un petit peu en mode multi, mais qui est fait différemment.
À savoir qu'ici, au début, on va commencer en solo avec un petit cube qui va nous dire bah, on a 4 tours pour terminer à compléter notre tableau. Mais on va avoir l'occasion, via des primes, qui vont avoir un rôle différent là aussi du jeu en multi, via des primes, on va pouvoir augmenter le temps maximum qu'on peut prendre. Donc je crois qu'on a 8 primes, et donc on passe à 12. C'est-à-dire qu'on peut augmenter jusqu'ici le temps qu'on a pour remplir le tableau de chasse. La carte, aussi très belle, et en deux... Donc vous voyez que là, je suis en train de sortir de la boîte, tout est rangé. Hein. Il y a des emplacements dans le thermo pour toutes les figurines, tout est prévu. Et il y a de la place, c'est pas complètement serré. Là j'ai 4 sets 2D, alors que normalement dans la boîte de base il n'y en a que 2. Il n'y a vraiment pas de problème. Donc la carte... Vous avez deux styles différents et finalement deux expériences différentes aussi. Donc la carte qui est censée être la carte classique, standard, même pour débuter, avec les différentes régions qui sont numérotées. Vous voyez que c'est fait comme une carte qu'un Game Master aurait dessinée, sur lequel on a ajouté des notes marquées qui n'ont aucun intérêt ludique, hein, c'est que de l'humour ou de l'explication. Donc la seule chose qui est intéressante, c'est ce qui est marqué en rouge. Donc village, trick brush, harbor, parce que ce sont les environnements, les zones. Et ensuite les flèches qui vous indiquent le sens pour se déplacer. Ici, c'est l'indication qu'on a quand un personnage meurt. Et ici, le village, là où on commence la partie. En bas, vous avez cette fameuse roue ici qui sert en multi. Qui sert en fait à faire la même chose que ce qu'on fait en solo avec cette roue-là. Et de l'autre côté, bah d'ailleurs, avant de vous montrer ça, en fait, en multi, vous mettez la roue ici. Vous voyez qu'il y a un petit encart, tout est bien prévu, tout est bien fait. Hein. Alors, au niveau ergonomie de jeu, moi je trouve ça top en ergonomie de jeu, c'est-à-dire qu'on n'a rien à écrire spécialement. Tout est prévu, tout est pensé pour suivre le jeu tranquillement, avec des jetons, des tokens, des machins. Tout est prévu sur les plateaux. Donc ici, ça nous donne le compteur de temps aussi. Ça, c'était un bonus du KS, je crois. Mais sinon, il y a un token pour mettre au milieu. Mais par contre, ce système-là est prévu dans le jeu de base. Donc ça, cette partie-là, en solo, hop, ça ira là-dessus. Et c'est pareil, ça nous délimitera, en fait, c'est un timer, c'est un compteur de temps. Et de l'autre côté, on a la même carte, finalement. Vous allez dire, mais non, c'est pas la même carte. Si, c'est la même carte, mais qui est plus faite comme une page de notes d'un Dungeon Master, avec des morceaux de feuilles à carreaux, collés, qu'on pourrait faire pendant les cours. Enfin, comme on faisait pendant les cours, on préparait nos scénarios. Là, on retrouve la roue, avec les différents events, et les mêmes zones, en fait. Hein. On va retrouver Field, Arbor. Donc, ce qui est important, c'est le nom en rouge, parce que on y fait référence pour les primes de chasse de monstres. Et par contre, on a 2 zones en plus. C'est-à-dire que là, on a 12 zones, alors que sur l'autre, on a que 10 de l'autre côté. Donc, ça veut dire que celle-là, on a un peu plus de choses qui sont prévues. Moi, j'aime moins visuellement, celle-là. Je préfère l'autre côté. Mais du coup, si on veut jouer avec plus de possibilités, il faut utiliser ce côté-là. Je pense pas que ça cache le plaisir de jeu, de jouer de ce côté-là, mais voilà. Le matériel ici, qu'on va avoir, alors pour le présenter, donc ici on a des dés. Alors ça par contre c'est un truc qui est bien, on a des dés qui fait toute la gamme du dé de jeu de rôle. Hein. Ça va du dé 4, avec les deux façons de lire. Donc soit avec le chiffre sur la base, soit avec le chiffre en haut, je crois. Soit avec le chiffre en haut. Donc on lit le chiffre qui est en haut sur celui-là. Moi j'avais pris 2 sets supplémentaires, je sais pas pourquoi je les avais pris d'ailleurs. Ici on a les potions. Donc c'est des potions qu'on peut utiliser dans le jeu, qui vont nous servir sur le plateau joueur. Je vais y revenir après. Ici, les petits cubes en bois, avec 2 chiffres différents sur chaque face. Ça c'est pour les caractéristiques. Donc quand vous avez une caractéristique sur votre personnage, vous mettez sa valeur. Et puis si elle évolue, bah, vous pouvez changer le petit carré, ou en prendre un autre, ou le retourner. Et ainsi de suite. Vous voyez, tout est prévu. Et ici, les petits marqueurs, c'est pour les compétences. Donc c'est pareil, ils sont dans les différentes couleurs. Et il y a une couleur par joueur. Alors ici, j'ai quand même un petit sac plastique qui est rangé ici, parce que j'avais pas d'endroit pour les mettre. Du moins, je ne les ai pas trouvés peut-être. L'explication du rangement, elle est bien faite. Hein. Tout est en ergonomie, tout est prévu. Autour de la boîte, vous avez l'explication pour ranger le matériel.
Donc il y a un côté ici, et c'est pareil pour l'extension. Et de l'autre côté sur le côté de la boîte. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a... J'ai perdu les personnages. Donc vous voyez, ici j'ai les différents standees pour les personnages, donc qui n'ont qu'une valeur d'illustration. Hein. Donc je pourrais très bien mettre ça pour un Slayer, pour un magicien, pour n'importe quoi. Bon, en l'occurrence, c'est un explorateur dans le background, mais c'est un exemple de background, c'est pas figé. Donc je peux utiliser ça, il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'indication, pour n'importe quelle classe, finalement. Et il y en a un bon paquet. Ici, on a le plateau joueur. Le plateau joueur, avec... Alors, un petit truc un peu bizarre, c'est qu'on va pouvoir mettre la carte d'un personnage. Donc je vais prendre ce que moi j'avais utilisé. Vous voyez, très sympa, mais il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Hein. C'est un personnage, c'est une illustration. Je peux le mettre là, c'est mon personnage. De type là, Explorer, évidemment. Ici, je vais mettre mes actions. Alors pour les actions, qu'est-ce qu'on a? On a les petits cubes verts. Hop, au début de notre tour, on a le droit à 3 actions. À chaque fois que je fais une action, je descends mon petit cube vert. Quand je termine mon tour, je le remets là-haut. Ici, c'est pour les stats. Comment ça se passe les stats? C'est simple, en début de partie, on jette un D6 pour chacune des statistiques. Enfin, on jette un D6 et on l'attribue. Et pour certaines classes, on aura des bonus qu'on va pouvoir avoir. Donc si je lance un 3, la valeur minimum c'est 3. Donc si je lance un dé, que je fasse 1 ou 2 ou 3, ça fera 3 ici. La différence, c'est que quand je fais 1, 2 ou 3, je ne sais plus si c'est que 1 ou 2, enfin 1, 2 ou 3, quand j'ai une valeur 3, je vais gagner une pièce d'or à chaque fois, en début. Alors que si je fais 4, 5, 6, ben, je mettrai la valeur, mais je n'aurai pas de pièce d'or. Voilà, c'est histoire de rééquilibrer un petit peu. Et donc ça passe très bien, il n'y a pas de souci, c'est pas juste, c'est pas éclipsé, pas de problème, ça rentre bien dedans. Les caractéristiques ont des effets dans le jeu. Et ici, bah, les skills, donc ici, en fonction de ma couleur, je vais mettre... Ici, on aura les compétences qui sont... On a trois pions de compétences qui sont bloqués normalement au début, qui se font débloquer par rapport au niveau... la caractéristique compétence. Et en fonction de son niveau, du coup, je vais en débloquer certains qui seront ici. Je peux donc utiliser les compétences, les jetons de compétences qui sont débloqués, pour, dans le jeu, les utiliser en mettant mon marqueur ici. Pour rafraîchir les compétences, donc récupérer ça en mode débloqué, il faut que j'aille au village, dépenser une pièce d'or, et je vais pouvoir débloquer. Pour chaque pièce d'or que j'aurai dépensée, je vais pouvoir rafraîchir une compétence. Ici, on va avoir les points de vie. Il y a 3 emplacements, nos personnages ont 3 points de vie. Vous voyez, c'est pareil, c'est prévu dans le plateau. Plateau qui est avec une épaisseur, hein. Comme ça bouge pas. Vous voyez, tout est prévu, tout est pensé pour l'ergonomie. Donc c'est super classe, c'est super beau, c'est très propre. Très agréable à utiliser en tout cas. Les pions de points de vie sont en plastique, il y a un côté point de vie et un côté buff pour un +1 de combat pour les monstres. Ou pour les personnages si on en utilise. Alors évidemment, à l'endroit où on a mis la fiche, il y a le résumé des tours. Donc je sais pas si c'était une bonne idée de le mettre au même endroit. Mais bon. Ici c'est pour le cache-cube. Le cache-cube c'est une sorte de compagnon quand vous l'utilisez en multijoueur qui permet de bloquer un peu les autres joueurs, de les embêter. Ça c'est pour les fiches de personnages. Au dos, hein. Chaque fiche est différente. On a Explorer, l'illusionniste, Woodling, je sais pas ce que ça veut dire, Woodling, peut-être le druide, ou l'homme des bois, et le Slayer. On a également, notre personnage va récupérer une planche, donc encore de belle qualité, de récolte, dans lequel on pourra mettre, je vais poser ça, on pourra mettre ici, prévu pour les potions. Alors, pourquoi mettre un petit token de potion alors qu'on peut mettre une vraie bouteille? Donc on a 2 potions, on va pouvoir, grâce à une action, dire « Ah, bah c'est cette potion-là. » Et puis celle-là, ce sera cette potion-là. Et quand je l'utilise, bah, je le remets ici. Ou parfois je pourrais le déplacer sur d'autres potions. Et chaque potion a son effet dans le jeu.
Ici, on va mettre les cartes de prime qu'on va récupérer. On va revenir sur le principe de la prime. Ici, on pourra mettre des tokens de monstres, qu'on va voir après. Et ici, ça résume ce qu'on peut faire quand on part en récolte, quand on part chercher des ingrédients. Donc chaque personnage va avoir cette fiche-là et celle-là. Donc là, on commence à prendre un petit peu de place quand même au niveau des personnages. Donc vous voyez que les potions, enfin vraiment tout est fait, on se range, tout est ok. Ici, donc les standees pour les personnages, hein, je vous l'ai dit, il y en a plusieurs, il y en a plein. On pouvait choisir vraiment ce que vous voulez. Donc, vous voyez, et puis moi j'aime bien, enfin le style est très sympathique. Hein. Vous avez vraiment tous les styles. Alors, c'est chibi, mais c'est agréable. Je trouve ça sympa. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Il y en a qui font sérieux, d'autres pas sérieux, d'autres animaux. Il y a vraiment du choix. Et finalement, on pourrait prendre n'importe quoi pour n'importe quelle classe, ça marcherait complètement. Dans ce sac, avec les vigiles D6, on retrouve les tokens en bois des monstres, avec un petit autocollant dessus. Donc d'un côté, le monstre en question, et de l'autre, sa récompense. Donc souvent, la récompense est 2 pièces d'or. Mais c'est quand même rappelé par le sticker. Et ici, le petit symbole de l'os qui se trouve ici et qui se trouve au-dessus du nom, enfin au-dessus plutôt, oui, du nom, c'est le type de monstre. On va avoir différents types de monstres. Donc le monstre, on a son petit dessin, son nom, son appartenance à sa catégorie et sa valeur d'attaque. Donc ici marqué 1d4 plus 1. Et il y a un petit plus en dessous, c'est le bonus de l'environnement. Si jamais ce monstre se trouve ici, c'est quoi? C'est une forêt. Donc se trouve dans une zone de la carte avec cette petite figurine, il aura encore un plus 1, donc il aura un D4 plus 2 en force d'attaque. Et sur les monstres, vous allez avoir que ça. Alors, par contre, vous allez avoir des monstres de différentes couleurs qui vont représenter différents types. Donc chaque type a sa couleur et son dessin. Vous avez des monstres de type poison, vous allez avoir des morts-vivants, des bêtes, différentes choses. Et dans le tas, vous allez aussi avoir les jetons blancs qui sont les... je ne sais plus comment on les appelle, ici il y a le kraken par exemple, qui sont les gardiens. Voilà. Les autres c'est les monstres et ceux-là sont les gardiens. Donc les gardiens par contre, ils ne récupèrent pas de modificateurs. Alors c'est pareil, l'utilisation des monstres, bon, on va le voir après quand on verra les règles, mais en mode solo, les monstres ne vont pas avoir de bonus au-delà de ce qu'ils ont sur leur jeton, alors qu'en multijoueur, finalement, quand un joueur fait un combat contre un monstre, les autres joueurs vont pouvoir faire augmenter la puissance du monstre. On va utiliser des cartes pour augmenter la puissance du monstre contre un adversaire. Donc finalement, on va jouer contre un des autres joueurs. En solo, c'est pas le cas. Il n'y a pas d'adversaire. Alors j'avais une variante sur BGG qui permettait éventuellement de le faire. Je ne l'ai pas encore essayé, il faudrait le faire parce que ce serait peut-être plus marrant au final en solo. Par contre, les gardiens ne peuvent pas être améliorés justement par ces fameuses cartes. D'accord, c'est les plus puissants, ils ont un D20 souvent. Et ils comptent aussi pour la gloire qu'on peut récupérer en faisant des monstres. Ici, qu'est-ce qu'on a? Les différentes cartes. On a les cartes Alliance. D'ailleurs, ça, je ne les ai pas utilisées du tout. Je me rappelle même plus en multi à quel moment ça arrive. Ah ouais, d'ailleurs, j'ai pas encore vu ça. Les cartes Avantage. Donc ça, c'est des cartes qu'on a au début de partie ou qu'on peut acheter. Donc les cartes Avantage, elles ont toutes des illustrations. Quand c'est en vert, normalement c'est pour soi. Donc, vous voyez que il y a un petit texte, il y a un petit truc en vert ici, il y a marqué Advantage dedans. C'est que la carte va être jouée et va vous apporter un bonus. Et elle se joue sur vous, sur votre tour. Donc ça, ces cartes-là, ce sont des cartes équipement, des cartes de combo, il y a toujours des effets spéciaux dessus, qu'on utilise, on défausse. Les Heroic Quest, alors ça c'est marrant, le nom surtout. Alors moi j'ai vu Heroic Quest, je dis super, il y a des quêtes à faire dans le jeu. Non, il n'y a pas de quêtes à faire dans le jeu. Les cartes Heroic Quest finalement sont les cartes que vous allez pouvoir utiliser soit pour vous donner un avantage, soit contre les autres s'il y a un truc en rouge et que c'est contre quelqu'un. Donc ça en multi,
En solo, on ne l'utilise pas. En solo, c'est remplacé par ce que je vous ai fait voir au début, qui était où? Qui était ici. En solo, on s'est remplacé par encore un petit marqueur qu'on va mettre dessus. Ce sera les marqueurs qu'on utilise pour les compétences d'ailleurs. On le mettra dessus. En fait, à chaque fin de tour qu'on aura fait de façon complète, on jettera un dé et ça nous fera récupérer un équipement ici, jusqu'à 3 maximum, et ça va remplacer ces cartes-là. Et alors qu'en multi, vous aurez des cartes pour jouer sur vous ou pour jouer pendant le tour de quelqu'un d'autre sur quelqu'un d'autre pour améliorer un monstre. Donc par exemple, cette carte-là va vous dire, placer un buff sur un monstre, donc on va lui ajouter un petit marqueur +1 sur le monstre. Le monstre va donc gagner un +1 en plus de son dé. D'accord? Et donc celui qui combat le monstre, il y a une séquence à respecter quand on combat un monstre. Potentiellement, il pensait que le monstre est facile, et puis tous les autres vont commencer à mettre des avantages dessus, et ça va devenir un monstre un peu plus délicat à combattre. Le truc marrant avec ces cartes-là, je trouve que c'est un peu ce qui représente le jeu. Alors je crois que j'ai vu sur les forums, il y en a qui le comparent à Munchkin, que moi je connais pas personnellement. Mais c'est un peu ça, c'est qu'on va mettre des crasses contre les autres pour augmenter les monstres. Et à chaque fois, vous avez un texte ici, assez humoristique, en plus de ce qu'on doit faire. Donc ici, il y a marqué que avant de combattre, vous devriez savoir que ce monstre est très intelligent. Donc on lui met un +1, c'est ce qui justifie de façon thématique le truc qu'on lui met. Et en même temps, en fait, le pitch du jeu, c'est de dire, on ne joue pas des aventuriers dans un monde imaginaire, on joue des joueurs de jeux de rôle qui font une partie de jeux de rôle. D'accord? C'est comme ça qu'il faut voir l'ambiance, c'est pas quelque chose qui se prend au sérieux, c'est pour ça qu'il y a de l'humour partout. Et c'est pour ça que ces cartes-là, elles viennent, et elles ont vraiment de l'humour qui est super sympa. Et ça pousse le vice jusqu'à... Alors, par exemple, celle-là, c'est aussi marrant. L'effet est le même, hein. On place un +1 sur un monstre, mais le texte est marqué « Ah ouais, ça a des ailes, et ça peut voler ». Donc voilà, c'est sur un monstre qu'on a trouvé, ça lui rajoute ça. Et je vais trouver une autre carte, donc quand c'est en vert, c'est pour nous, où vous avez... J'aurais pu prendre celle-là. Wait, donc ça c'est le texte d'ambiance, et en fait on vous conseille dans le jeu, pour amener un peu un côté jeu de rôle, d'improviser en fait sur ce qu'il y a comme texte, c'est-à-dire de le dire, le texte, et d'improviser quand on joue la carte. Là il est marqué, attends, ce monstre possède une magie noire qui change son épée en, et on vous laisse le loisir d'inventer un mot. Après il y a marqué, tu n'étais pas prêt pour ça. Je suppose que tu es obligé maintenant d'utiliser ta... Voilà. Et en fait, l'effet, c'est quoi? C'est que le joueur qui va être visé par cette carte-là ne peut pas utiliser de carte avantage pour s'améliorer. Donc on pourrait très bien dire, ça change ton arme en banane, par exemple. Et tu vas être obligé d'utiliser ton canif maintenant. Voilà. Donc vous voyez, c'est ce genre d'humour qu'on peut utiliser et qui est en fait encouragé. Donc soit on met tout, ici il y a marqué, toi, je te tutoie public, il y a marqué, je ne sais pas comment tu as fait pour laisser un Rust Monster qui est aussi près de toi, et en me disant son nom, le nom du joueur en fait. Et ce qui est marrant, c'est que derrière, ici, l'effet de la carte, c'est quoi? C'est que le joueur ciblé fait un test d'intelligence, et s'il le rate, il doit se défausser d'une carte avantage. Donc voilà, ça c'est des cartes qui s'appellent Heroic Quest, et qui n'ont pas de rapport avec une quête, et qui sont des cartes finalement de prends ça dans ta face pour beaucoup, et qui viennent en fait donner des plus, comment on va dire, des munitions à vos adversaires, ou des munitions pour vous. Les cartes avantages, les cartes Heroic Quest, on les récupère en fin de tour, si on a fait un tour complet, c'est-à-dire si on a utilisé nos 3 actions, on récupère 2 cartes héroïques. Et on a une limite de main qui est donnée par la caractéristique force de notre personnage. Et ensuite, vous avez les bounty. Alors, qu'est-ce que ces cartes bounty? Ce sont les primes, donc. Parce qu'en fait, le jeu, c'est quoi? C'est un jeu de chasseur de primes. C'est un jeu de chasseur de primes, à savoir que... Voilà. Alors, vous avez toujours des petits textes au début, avec de l'humour à chaque fois. Mais en termes de mécanique de jeu, c'est quoi? C'est qu'on vous donne un type de monstre,
en rappelant la tête des différents monstres qui appartiennent à ce type de monstre. On vous donne un type de zone qu'on a sur la carte et un nombre de points je sais plus comment ils appellent ça, de récompense ou de renommée que vous fait gagner la prime. Et le but, en fin de partie, c'est de gagner le maximum de points de renommée par rapport aux autres joueurs quand on est en multi, alors qu'en fait en solo, on s'en fout complètement. C'est pas ça qui nous fait gagner la partie, c'est le tableau de chasse. Mais en solo, ça a un autre intérêt. Donc voilà, et en fait le jeu c'est ça. Le jeu ça va être de parcourir les zones, faire des actions pour buter des monstres. Et c'est tout. C'est vraiment tout. Donc en multi, pour gagner des points comme ça et en avoir plus que les autres. En solo, l'intérêt les primes sont toujours là en solo, mais on en a que sur une partie on en a 8. Et en solo, éliminer un monstre au bon endroit et récupérer cette prime, ça va nous permettre, en la ramenant au village, d'augmenter le délai qu'on a pour remplir notre tableau de chasse. Donc quand je tue un monstre, soit je peux l'utiliser pour une prime parce que c'est au bon endroit et que j'ai envie d'utiliser pour allonger le temps, soit je décide que je le mets dans mon tableau de chasse, soit je le mets en bas de ma fiche de personnage et ça me fait des bonus supplémentaires. Mais voilà, mais le jeu c'est ça. Le jeu en fait, ça va être de chasser des monstres qui vont être sur le plateau pour récupérer ces primes là, donc en multi. Et c'est là qu'on se dit, ah ok, mais tout ça, tout ce matériel que je viens de voir, bah en fait ça va être ça, c'est que je vais dépenser des actions pour déplacer mon personnage, pour le soigner, l'améliorer, donc améliorer ses caractéristiques, piocher des cartes avantages, mais pour aller en fait me trouver en face d'un monstre et essayer de le battre. Et comment est-ce qu'on le bat? Bah, ça se résume à un jet de dés, sur lequel on va avoir différents bonus, puis on peut modifier les jets de dés, et avoir un score qui est plus haut que le monstre. Voilà. Il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de stratégie, c'est le lancer de dés le plus important. Donc on en revient, alors c'est peut-être un hommage à Donjons et Dragons, premier du nom, à des choses comme ça, mais on en revient à un jeu qui se résume à, bah ok, ma partie ça va être de chasser du monstre, et de faire plus que lui au dé. Donc beaucoup de chance évidemment. Alors il y a moyen d'essayer de chercher pour avoir des cartes avantages et de les jouer au bon moment, hein. Je dis pas que le jeu est super basique, mais enfin s'il est basique, mais il n'y a pas que... Enfin, je vais vraiment dépouiller le principe. Hein. Mais évidemment, il y a d'autres choses autour pour gonfler, pour changer un peu la donne des dés. Donc là, on a vu les cartes ici, des pièces. Enfin, c'est très sympa d'avoir ça. C'est un bel effet. Ici, qui sont rangés sur le petit côté, c'est les compagnons quand on joue en solo ou en coop. Ici, alors vous voyez qu'ici, j'ai des standees avec des écriteaux. Et tout ce qu'on va monter dans le jeu, je vais avoir d'autres choses dans l'extension, je vais vous faire voir, ça se range monté, on n'a pas besoin de démonter à chaque fois. Ça se range monté, le thermo est prévu pour. Bon, forcément, d'où la taille de la boîte. Hein. Donc ici, c'est une idée très sympa. C'est qu'en fait, on va pouvoir mettre ça autour du plateau de jeu pour rappeler aux joueurs les actions qui sont disponibles. Donc celles-là, c'est les actions qui sont disponibles n'importe où. Non, ça c'est au village, le dessin du village en plus. Donc ça, c'est des actions, elles sont disponibles qu'au village, donc on les placera près de la zone village. Celles-là, par contre, elles sont disponibles tout le temps. Donc tout le temps, en permanence, vous pourrez dépenser 2 pièces d'or pour relancer un dé. Vous pourrez dépenser 2 pièces d'or pour gagner une potion de l'eau bénite, ce qui en fait reviendra à jeter un dé 12 contre les morts vivants. Donc si vous êtes dans un combat, rien ne vous empêche de payer 2 pièces d'or, si vous les avez, pour lancer un dé de 12. Ici, c'est louer un cheval, donc en fait, c'est payer une pièce d'or pour avancer de 1 en plus. Et ici, c'est cache cube, c'est pour utiliser notre fameux cube gélatineux contre 2 pièces d'or dans un endroit sur le plateau. Donc vous avez d'autres panneaux comme ça qui servent à vous dire les actions qui sont disponibles dans la partie. Je suis en train de planter un peu de sens, mais... Non. Allez, top bien, toi. Donc l'ordre dans lequel on met les panneaux est indiqué, il n'y a pas de souci, il y a même des numéros dans le thermo, hein, de ce côté-là, il y a vraiment zéro souci. Donc les cubes gélatineux, bah tiens, j'en ai un exemple ici, qu'on met sur notre feuille de personnage. Ici, c'est des tokens qui sont utilisés, je ne sais plus dans quel contexte d'ailleurs. Moi en solo, je ne l'ai pas utilisé ça. Donc vous voyez qu'on a
du matos exceptionnel, un thermo exceptionnel, mais au cœur du jeu, on n'a pas forcément grand chose. Alors pas grand chose, je dirais qu'en multi. Je pense qu'en multi, il peut être marrant. Alors évidemment, il faut être en multi avec des joueurs qui sont pas allergiques à l'anglais, parce que là c'est que en anglais. Et pour le coup, l'humour va venir des cartes qu'on va jouer, donc il y a intérêt à comprendre ce que dit la carte. Et à voir si en timing, en durée de partie, c'est pas trop long, parce que je pense que si une partie dure trop longtemps, ça devient chiant au bout d'un moment. Je pense qu'il faut faire des parties courtes, même s'il y a beaucoup de matériel et qu'on l'installe. L'installation est plutôt rapide quand on connaît. Et vu que tout se range bien, je pense qu'une fois qu'on a fait une partie ou deux, il n'y a pas de souci. Mais voilà, après le souci c'est, est-ce que ça vaut le coup, vu ce que je dois faire dans le jeu, vu l'intérêt, en fait, la profondeur du jeu, donc c'est un jeu pour se marrer, hein, est-ce que ça vaut le coup d'avoir une boîte qui pèse 8 kg, qui est remplie de matos de qualité, pour le principe du jeu? Est-ce que finalement, quelqu'un qui faisait une comparaison à Munchkin, est-ce que c'est pas plus facile de faire un Munchkin? Où on va retrouver la mécanique de dire j'améliore peut-être les monstres. Alors, j'imagine que c'est ça, hein, si on a fait la comparaison, que tu dois combattre, je les améliore, tu auras du mal à le combattre, moi je vais pouvoir avancer, et ainsi de suite. C'est la question qui se pose. Que ce soit le prix pour une version de luxe comme ça, ou l'intérêt d'avoir autant de matériel pour un jeu finalement très, très petit. Mais bon, assez de... C'est quand même agréable d'avoir un jeu comme ça. Ça donne envie. Je pense que ça donne énormément envie aux gens qui y jouent. Quand on le voit sur la table, quand on l'utilise, c'est super agréable. Donc, pour ceux qui ne sont pas très regardants sur ce qu'on doit faire dans un jeu, je pense que c'est aussi bon qu'une partie de talisman. Je pense que ce sera plus court qu'une partie de talisman d'ailleurs. Mais je pense que c'est aussi agréable. Donc, si on est prêt à faire un talisman, même si talisman avec les différentes extensions, il y a quand même beaucoup plus de choses à faire. Mais ça reste un jeu où on lance les dés, on se déplace, on a un événement, hein. Pas plus que ça. Ici, on n'aura pas d'événement. Ah si, il y a les événements qu'on a vus dans le livre, qui vont venir à intervalles réguliers quand on va avancer le compteur. Donc il y aura des événements qui vont venir ponctuer la partie, mais pas des masses. Donc finalement, dans le livre, on ne va pas en utiliser beaucoup à chaque partie. Donc c'est bien, c'est qu'ils seront différents à chaque fois. Donc ça, c'est pour le jeu de base. Et dans l'extension, on va dire qu'est-ce qu'il peut y avoir comme extension sur un jeu aussi simple. Sur un jeu aussi simple, il y a une grosse boîte d'extension qui va surtout donner du matériel en plus, des cartes en plus. Donc on se retrouve avec trois classes de personnages en plus. Le barde, je sais plus ce qu'il y a d'autre après. Une magicienne ou autre. Des terrains en plus, donc on peut augmenter le nombre de terrains et dépasser la limite qu'on avait. Ici, qu'est-ce qu'on a? Et vous voyez que c'est rangé, monté, d'où la taille de la boîte. Des racks pour mettre les différentes cartes. Donc là, les cartes avantages, les cartes de bounty, et ainsi de suite. Ça permet de ne pas avoir les cartes qui traînent sur la table. Ici, c'est les plateaux joueurs. Donc, on a le clair, on a un loup-garou, qui est assez marrant parce qu'il va jouer un peu différemment, et un barde. Ici, c'est une fontaine, on a le haut de la fontaine qui est ici, pour mettre les pièces et les petits jetons rouges. Ici, alors pas les pièces, mais les trucs de caractéristiques en bois. Et ici, les pièces d'or. Ici, on a une petite chose qui... Alors, c'est un bon que s'il y avait de la place, ils ont mis des châteaux maudits, sur lesquels on ne sait pas trop comment on les utilise, et ils donnent des propositions pour l'utiliser. Donc c'est pas encore non plus très définitif. Ici, on a le matériel pour les joueurs supplémentaires, donc les 3 plateaux supplémentaires. Les potions, les standees, et il y avait peut-être des cartes du coup, mais je crois que c'est que des cartes personnages, et les standees. Mais c'est tout ce que contient l'extension Le Village. Donc il n'y a pas de gameplay supplémentaire, enfin s'il y a les classes supplémentaires. L'intérêt de l'extension, c'est ça, c'est seulement ça. Donc c'est pas non plus super gros. Et ça prend beaucoup de place aussi pour pas grand chose non plus de super utile. Donc je vous ai présenté le matériel, on a discuté du principe du jeu et de son intérêt. Donc évidemment moi je le trouve, alors
J'ai du mal à me positionner par rapport à ce jeu-là. En solo, je l'ai fait en solo. Il y a quand même un côté... Donc c'est basique. Il y a un côté addictif parce que vu que c'est simple, on se prend pas la tête, on réfléchit pas. En fait, on réfléchit pas trop. On en vient à une certaine routine où on va dépenser de l'or en solo pour acheter des cartes avantages, qu'on va jouer dès qu'on va faire un combat. On va essayer d'augmenter le temps pour avoir plus de temps pour remplir son tableau de chasse. Mais c'est super répétitif quand même. Pour moi, ça manque de sel en solo, sachant que les événements, ils n'arrivent pas souvent. Les événements, vous voyez que ça c'est la roue en solo. En fait, quand la roue elle va tourner et elle passe un petit truc rouge, on lance le descend et on fait l'événement. Donc si jamais on a augmenté son marqueur de temps que ici, on n'aura eu que 2 événements en tout dans la partie. Donc ça fait pas beaucoup de trucs qui vont changer. Et le reste, ce sera essayer d'avoir le maximum de cartes avantages pour avoir le maximum de choses contre un monstre. Sachant que les monstres ne reçoivent pas de bonus, donc il y en a certains, on va savoir tout de suite qu'ils sont faciles à battre. Et donc on va y aller, on sera tranquille. Si ça correspond à ce qu'il y a comme prime, on sait qu'on va pouvoir gagner la prime, on va pouvoir en fait faire des choix par rapport à ça. Mais c'est assez répétitif et ça peut être lassant, quoi. Donc voilà, c'est un petit bémol par rapport à ça. Et c'est contrebalancé par le matériel et le plaisir de jouer avec. C'est super agréable. Ce qui fait qu'on se dit, mais c'est une grosse boîte, ça prend de la place. Hein. Et quand on a beaucoup de jeux déjà, ça prend beaucoup de place. C'est plaisant à voir, c'est plaisant à utiliser. Mais est-ce que je vais garder un truc qui prend cette place-là pour ce jeu-là ? Pour un jeu qui me demande de lancer des dés pour tuer un monstre. Comme si je lançais 2 dés et puis qu'est-ce qui fait le plus grand, et puis voilà. Donc c'est la première fois où je suis aussi mitigé sur un jeu, où j'arrive pas à trancher vraiment si j'aime... Je l'ai mis en vente au cas où. Sans avoir une grosse volonté de le vendre, mais en me disant si j'ai quelqu'un qui est intéressé, je le vendrai, parce que je suis pas sûr de vouloir le conserver longtemps. Et en même temps, je me dis, ça peut être sympa, mais ça se trouve, je vais commencer une partie, faire quelques tours, puis au bout d'un moment, me dire, sympa, mais c'est toujours pareil, quoi. Et vu qu'il n'y a pas d'histoire, alors quand une mécanique est répétitive, mais qu'il y a un peu d'histoire, ça vient pimenter, et donc ça nous réintéresse à la mécanique. Il y a beaucoup de jeux qui font ça, d'ailleurs. Parce que les mécaniques, c'est forcément répétitif. Mais là, ça manque de quelque chose. Donc en multi, je pense que ça peut très bien marcher en multi. Je pense qu'à plusieurs, on peut vraiment se marrer. Et apprécier le matériel en même temps. Donc avoir les 2 points positifs du jeu, à savoir un jeu qui fait marrer, parce que c'est plus ça, hein, et un matériel superbe. En solo, je le conseillerais pas, je pense. En solo, je peux pas conseiller un jeu comme ça en solo, même en coop. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Sauf, et là j'attire votre attention, sauf si on utilise des variantes qui peuvent reprendre un peu le sel du jeu classique. À savoir que j'ai vu une des variantes, ça va pas vous parler, je vous ai pas fait une explication des règles complètes, mais j'ai vu quelqu'un qui parlait d'une variante où finalement, même en solo et en coop, on pourrait utiliser ces fameuses cartes Heroic Quest. Ce qui ferait que quand on a des rencontres, donc c'est la variante, je crois, c'est de dire, quand j'ai une rencontre contre un monstre, je vais simuler le fait que d'autres joueurs vont me mettre des choses dans la tronche. Donc qu'est-ce que je fais ? Je retourne plusieurs cartes héroïques. Si c'est du vert, je la mets de côté et je la gagnerai si je gagne mon combat. Donc voilà, je la retourne. Ah, c'est du rouge, donc ça vient en plus. Alors je sais plus s'il y avait un nombre acheté pour savoir combien de cartes qu'on pouvait mettre. Mais ça veut dire que mon combat, je vais le faire en mettant cette carte-là contre moi, donc ça va faire gagner un avantage au monstre. Et si je gagne mon combat, en plus des 2 pièces d'or que me rapporte un monstre normalement, je gagnerai cette carte-là. Donc ça a l'avantage de réutiliser le système de cartes héroïques, c'est-à-dire que nous on en aura aussi, on pourra les jouer, et de nous faire une surprise sur les combats. C'est-à-dire qu'on verra ce qu'on va combattre quand on va avoir le jeton, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir en plus comme modificateur. Et ça reprendra un peu la mécanique du jeu multi. Et on aura les textes, on pourra profiter un peu des textes d'ambiance qui peuvent nous faire marrer quand on joue même en solo. Donc voilà, après à voir si on utilise ça et ces trucs-là en même temps, ce qui peut-être rendrait le jeu trop facile. À voir s'il y a d'autres retours, d'autres joueurs qui ont des idées pour intégrer ces cartes-là au jeu solo et lui donner un peu plus retrouver un peu de fun du multi dans le solo. Parce que sinon, en solo,
vu qu'on fait une course pour remplir un tableau de monstres, je vais dire un tableau d'ingrédients, mais pour remplir le tableau avec les monstres qu'on a tués. Mais voilà, il n'y a pas de point de victoire, on n'a pas de point de reward, on n'a pas de niveau, c'est on remplit le tableau et on a terminé le jeu si on a rempli le tableau avant le temps limite. Donc c'est bien une ou deux fois et je pense qu'après ça devient lourd. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu un système de quête qui aurait pu donner du piment et en multi et en solo, mais je pense que c'est pas le but du jeu non plus. Donc c'est un peu là, on est disproportionné je trouve entre avoir un livret de règles comme ça qui finalement, enfin c'est même pas un livret de règles, hein. On doit avoir un 10e des pages, même pas, qui concerne les règles, et le reste qui concerne du texte d'ambiance, du remplissage, de l'humour, des trucs sympas, des idées sympas, de l'hommage un petit peu, mais voilà, en termes de jeu, si on parle d'un jeu, c'est pas foufou, quoi. C'est pas foufou. Donc voilà, vous avez mon avis après le déballage de ce D6, et après y avoir joué. Je vais peut-être faire une vidéo, si vous le réclamez à corps et à cri, je peux faire une vidéo de gameplay pour faire voir comment ça tourne. Non, je vais pas faire. Je vais faire une vidéo de gameplay pour faire voir comment ça marche en mode solo et en parlant du mode multi quand j'y jouerai, ou en faisant un multi avec deux mains, peut-être en faisant le schizo et en faisant. Ouais, je peux le faire en multi aussi. On pourrait le faire en multi aussi. Donc voilà, c'était. Alors je vais pas vous montrer cette boîte là. J'ai envie d'apporter à nouveau. D6. Donc un avis et puis un déballage du jeu D6 Dungeon Dudes Dames Danger Dice Dragons. Voilà. C'est un jeu léger avec un bel enrobage, un gros enrobage. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.